Avant toute chose, et avant même que cette vidéo commence en réalité, je suis dans l'obligation de vous prévenir de quelque chose. Il y a de fortes chances que cette théorie soit démontée et soit prouvée comme fausse d'ici quelques jours à peine. C'est pas une blague. Je vais m'expliquer un petit peu et surtout vous donner les raisons derrière ça. Concentrez-vous, ça va parler un petit peu. Là, ça va pas être l'intro super fun. Basiquement, le 25 décembre, ce qui est donc très bientôt, on aura le prochain chapitre de Valkyrie Apocalypse. Et le prochain chapitre de Valkyrie Apocalypse, c'est sans doute le chapitre qui va donner la plus grosse révélation du manga. Rien que ça. Et si vous êtes bon en calcul, d'ailleurs au passage, avant que je continue, évidemment cette vidéo spoil, voilà, je préfère le préciser quand même, mais cette vidéo spoil. Avant qu'on continue, et si vous êtes bon en calcul, normalement vous le remarquerez, oui, on est pas très longtemps avant le 25 décembre. Donc si le chapitre du 25 décembre démonte tout ce que je dis, le chapitre du 25 décembre démonte tout ce que je dis. C'est comme ça. La révélation en question, quelle est-elle? On va en apprendre plus sur les dieux primordiaux. Vous savez, le plus gros truc du manga, là. Là voilà. Aussi, je vous conseille fortement de regarder les autres théories sur Valkyrie Apocalypse qui sont présentes sur la chaîne. Même si certaines sont maintenant fausses, pas entièrement mais en partie pour beaucoup d'éléments vont revenir au sein de cette théorie, vont être réutilisés, vont être détournés. Notamment celle sur le 14e combattant, celle du cycle du Ragnarok, celle du livre des prophéties, celle du dernier monde, celle des dernières Valkyries, celle sur le mensonge de Gol, celle sur le Tartare et celle sur le pouvoir d'Odin. Basiquement, à peu près toutes mes théories. Sauf la plus vue. Évidemment, hein, la fausse, c'est celle qui a été le plus vue. Je suis un clown. Dans tous les cas, cette vidéo aussi, cette théorie, vous la comprendrez même sans avoir tous les éléments. C'est surtout que c'est juste plus pratique et c'est plus confortable pour vous si vous avez vu les anciennes vidéos. Parce que, vous l'avez remarqué depuis le temps, il y a une certaine linéarité dans mon travail. Rien qui presse non plus, vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir vu les autres, vous inquiétez pas. Également, cette théorie va majoritairement, pour pas dire exclusivement, porter sur le dernier chapitre paru de Valkyrie Apocalypse. Donc, à l'heure actuelle, on est le 25 novembre, enfin on n'est pas le 25 novembre, mais on est au chapitre 96 sorti le 25 novembre 2024. Ça fait beaucoup de données, ça fait beaucoup de dates, mais c'est important. Surtout qu'en fait, ça va surtout être compréhensible et plutôt clair, hein, la raison pour laquelle je vous donne ça. Donc, avant même de rentrer dans la théorie, vous êtes au moins au courant. Et je vais vous expliquer quelque chose d'assez inédit qu'on n'a pas encore fait pour les théories. Comme cette théorie se base majoritairement, voire quasi exclusivement, sur les révélations du dernier chapitre, je vais faire une liste des éléments du dernier chapitre qui sont importants pour la théorie. Ensuite, je vous expliquerai en quoi ils sont importants et leurs raisons. Il faut donc faire très attention parce que c'est une théorie qui se concentre énormément sur les détails qu'il y a dans chaque scène. C'est une théorie qui se base beaucoup sur des jeux de mots, une petite particule de langage, un petit point dans un décor, ça va être surtout ça. Vous inquiétez pas, dès que j'explique, ça vous dirait, ok, ça veut peut-être dire quelque chose. Premièrement, les dieux s'étonnent de voir que Okita ne se relève pas. Revient donc le sujet de Niflheim. On en a déjà énormément parlé, mais je pense que vous avez compris l'idée depuis le temps. Il y aura une égalité. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. Petit bond temporel dans le chapitre, d'autres choses intéressantes. Brunhilde veut impérativement arriver à 6 victoires pour forcer Odin à entrer dans l'arène. Bon, vu la force du boug, la réflexion me paraît logique, s'il vient, c'est pour gagner. Mais surtout, elle parle encore de Siegfried, et ça, on va s'y intéresser un petit peu plus tard. Nostradamus a une rune dent de Suse. Celle-ci, elle est très importante, ça va vraiment être un point central. Il y a 4 affiches dans les couloirs d'Helheim, et il y en a une d'entre elles, on ne sait pas qui est dessus. Gol connaît Siegfried, enfin, elle sait qui c'est, quoi. Siegfried et Nostra bossent ensemble, ce qui n'est pas rien. Et Sig a demandé à Nostradamus de lui ramener Gol. C'est beaucoup de petits éléments, mais c'est beaucoup de petits éléments très importants. Je peux le concevoir, ça fait beaucoup d'informations à traiter d'un coup, dont certaines qui ont l'air plutôt inutiles, voire inintéressantes. Mais elles ont toute leur importance. On va aller dans l'ordre, je vais tout vous expliquer petit à petit, et vous allez comprendre de fil en aiguille où tout ça nous mène. Bon, pour l'égalité, je ne vais pas me répéter, vous savez. Voilà. On se doutait que Brunhilde vise en particulier Odin, ça ne fait que confirmer nos doutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sa réaction quand elle parle de Siegfried, et surtout quand on lui en parle en général, quand le sujet est abordé. À aucun moment quand Brunhilde ne mentionne Siegfried, et à aucun moment quand on lui mentionne Siegfried, elle semble heureuse. Elle ne semble même pas triste ou nostalgique non plus, d'ailleurs. Elle semble froide, elle semble irritée, elle a l'air elle a l'air furieuse à chaque fois qu'on lui parle de Siegfried. Je vais le dire en toute honnêteté, et je pense pas que les gens vont aller contre cette idée et contre cette prédiction, je pense vraiment pas que Brunhilde cherche à retrouver Siegfried pour continuer leur vie amoureuse. Je pense pas qu'elle veut faire tout ça pour le sauver. Je tiens même à rappeler qu'à la fin du 4ème round, Brunhilde dit quelque chose. Qu'à la fin du Ragnarok, elle va mourir elle aussi. Du coup, la vie amoureuse, c'est compliqué. La raison qui fait tout ça, je pense qu'il faut se pencher dans la mythologie. Mais basiquement, dans la mythologie, Siegfried ment à Brunhilde vis-à-vis de leur relation,
et ils finissent par mourir tous deux. Bon, ça instaure certaines choses, notamment la capacité que Siegfried a à mentir, en tout cas dans les mythes. On ne sait pas encore ce que Brunhilde veut à Siegfried, mais la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que c'est pas dans une optique romantique qu'elle veut le retrouver. C'est pas pour un dîner aux chandelles. Nouvel élément très intéressant et très important, la rune de Nostradamus. La rune que Nostradamus porte avec lui, elle a un nom particulier, c'est la rune d'Ansuz. Comment je le sais? J'ai joué à The Binding of Isaac. C'est la rune qui donne la carte. Voilà. Plus sérieusement, la rune a une vraie utilité, il y a une vraie signification, c'est une rune qui est souvent liée à la vision et à la sagesse. Clin d'œil, vous avez compris, Nostradamus et des prophéties. Mais c'est pas le point le plus important avec cette rune, parce que toutes les runes elles sont affiliées à un dieu. Ah, je me demande bien quel dieu est affilié à la sagesse, et c'est Odin. C'est totalement Odin. C'est dit, hein, la rune Ansuz, vous pouvez même aller le regarder sur Wikipédia, ouais c'est une source de fou, la rune d'Ansuz est la rune d'Odin. C'est quand même bizarre que Nostradamus ait la rune d'Odin. Je me pose des questions quand même. Bon, le cas de figure, je pense que vous vous en doutez, c'est que Nostradamus a volé cette rune à Odin. Personne n'est étonné par cette information ou cette possibilité, mais ça remet certaines choses en perspective. Premièrement, l'histoire du Bifrost, bon, Nostradamus l'a sans doute pas pété pour rien. Il y avait un objectif derrière. Deuxièmement, c'est juste un foreshadowing. Brunhilde dit elle-même que Nostradamus peut aller et revenir d'Helheim comme il veut. Et il vient de le faire. Troisièmement, et si cette rune, c'était pas ça, le fameux œil de jade dont j'avais parlé par le passé. Vous avez besoin d'un rappel, je peux comprendre. Odin a un cache-œil. C'est une information majeure. Ah, vous l'aviez jamais remarqué. Mais surtout, dans le manga, est-ce que vous vous souvenez de la prophétie? Odin des yeux jumeaux. Et vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais de toute façon je vais le dire, Odin, dans la mythologie, il y a très souvent cette histoire de vision omnisciente liée à un œil de jade. Odin a perdu un œil et il a un œil de jade. Rappelons que l'omniscience, c'est la capacité à tout voir et à tout savoir. Et si c'était pas cette fameuse rune, l'œil, ce truc qui manque à Odin. J'extrapole un peu, mais ça peut expliquer certaines choses. Notamment le fait que Odin, il mette en place son plan seulement maintenant. Et il manque quand même un artefact assez puissant. Pour les affiches, ça renvoie directement à la théorie sur le projet Tartare. Évidemment, les trois compères vont s'y retrouver. Vous n'êtes pas dénués de bon sens, vous l'avez lu dans d'autres mangas, vous savez comment ça fonctionne. Quand on vous dit « Oh là là, ces trois personnages ne doivent sous aucun prétexte se retrouver ici », bon, on sait très bien comment ça se termine, et on sait très bien où on retrouve les fameux personnages. Spoiler, là où ils sont pas censés être. Ça s'appelle juste un fusil de Tchekhov, ni plus ni moins. Cependant, si j'ai ramené ce point et ce sujet, c'est pas pour dire que mes théories sont incroyables, parce qu'il y a plein de trous, elles sont nulles, mais le truc qui m'intéresse surtout, c'est les affiches en elles-mêmes. Il y en a 3. Non, en fait, il y en a 4. Mais il y en a une, on sait pas qui c'est dessus. Sur un des côtés du mur, on voit 3 affiches, avec donc Kintoki, Belzébuth et Bouddha. Et sur le mur d'en face, on voit pas. Et il y en a 4. C'est beaucoup plus difficile à bien discerner, mais étant clairement quelqu'un avec une santé mentale douteuse et des fixations très étranges, j'ai bien regardé l'image et on se rend compte de quelque chose. Les ombres et les parties sombres coïncident avec celles du mur d'en face. Donc Béléus, Bouddha et Kintoki. Mais il y a un problème qui reste. C'est qui le quatrième? Il y a un poster qu'on nous cache, il y a un poster qu'on voit pas, il y a une quatrième personne qui est recherchée et on ne sait pas qui c'est. Et vous le savez très bien parce que les auteurs de Valkyrie Apocalypse ils foutent plein de détails dans les plans et à chaque fois qu'il y a un détail, il n'est pas laissé au pif. Il y a une raison. Je vous tease pour rien, hein. L'affiche c'est Adamas. J'en suis quasiment sûr. Pourquoi c'est Adamas? Souvenez-vous, les 3 mecs sur les affiches, c'est les 3 mecs qui se sont confrontés à Odin. Ah mais est-ce qu'il n'y en avait pas un quatrième? Si. Adamas, tout simplement. Mais ces deux informations confirment quelque chose d'assez simple. Odin a le contrôle du Tartare. Étant donné que Siegfried y est enfermé, c'est pas super étonnant, mais le Tartare est à Helheim. Helheim, c'est la zone d'Hadès. Vous comprendrez donc ma déduction assez facilement, ça confirme l'idée comme quoi Odin avait besoin de la mort d'Hadès pour mettre son plan à exécution. Soyons honnêtes, jamais Hadès n'aurait foutu un avis de recherche sur Belzébuth ou sur Adamas. Je veux dire, Belzébuth, il a limite flingué le château d'Hadès, et Hadès lui a juste mis une petite tape sur l'épaule en mode « T'inquiète, ça arrive à tout le monde ». Hadès, son frère a essayé de faire un coup d'état, il s'est dit « Ça arrive ». Bah quand même. Et on en vient au plus gros build-up. Oui, j'ai parlé dans le vent pendant 7-8 minutes, mais ça avait une importance. Siegfried est le grand méchant du manga. C'est pas Odin, c'est bien lui. J'en suis quasiment sûr. Pourquoi Siegfried demande à Nostradamus de lui amener Goll? S'ils veulent se revoir avec Brunhilde, ça pouvait marcher aussi. Donc, si possible, Siegfried voulait éviter cette rencontre. Par contre, Goll a une utilité, c'est sans doute ses runes. C'est pour ça que Siegfried veut lui parler. La vraie question c'est, pour quelle raison? Il pourrait très bien laisser les choses se faire, mais il demande expressément à rencontrer la cadette des Valkyries. Il fait pas ça gratuitement. Et ce qui m'intéresse en plus de ça, c'est la place de Nostradamus. En fait, on nous l'a vendu comme un Joker, mais on a mal interprété la chose. On s'est dit, un Joker, c'est une carte que tu peux envoyer contre n'importe qui te permet de gagner. Il y a beaucoup de jeux où le Joker, c'est pas une bonne carte. Il y a beaucoup de jeux où le Joker, c'est plutôt une wild card.
Vous savez, une carte qui peut vous faire gagner et vous faire perdre. Un élément complètement instable, un électron libre. C'est ce genre de Joker. En fait, Nostradamus est autant une aide pour Brunhild qu'un énorme problème. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la première question qu'on pose à Siegfried, sa première interaction, c'est les démons qui lui demandent qui il supporte. On n'a jamais eu la réponse. Et pour moi, la raison est on ne peut plus simple. Siegfried ne supporte et n'est du côté d'aucun des deux camps. Il est pour lui-même. Siegfried, c'est un troisième parti à lui seul. C'est ça qui le rend dangereux. Ses objectifs diffèrent encore de ceux des autres. Ce qui se passe, c'est que Siegfried a créé sa propre faction. C'est pour ça qu'il est avec Nostradamus, parce que les deux, c'est des êtres à part. Nostradamus, il est déjà montré comme un humain très spécial. C'est le seul humain qui est allé à Helheim. C'est bizarre quand même. C'est deux personnages qui cachent quelque chose, et surtout, qu'est-ce qu'ils savent et jusqu'à quel point ils le savent. Il faut quand même se dire que le tease du prochain chapitre, c'est Siegfried qui raconte à Goll l'histoire des dieux primordiaux. Donc Siegfried connaît cette histoire, Nostradamus connaît cette histoire. Ils connaissent les dieux primordiaux. Et surtout, Siegfried est au courant du livre de Golnir. Oui, parce que l'histoire et la prophétie des primordiaux, elle est dans le livre de Golnir. Pas besoin de faire un dessin, le lien entre le bouquin et la Valkyrie, il est évident. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que le vrai objectif de Siegfried? Pourquoi il a besoin de Goll? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut lui faire faire? La théorie n'a pas vraiment de finalité. Je suis désolé de vous le dire, voilà. Mais on est tous d'accord là-dessus, Siegfried, il est pas clair. Siegfried n'est pas clair. Il va y avoir un grand retournement dans le manga, et je pense que tout ne va pas s'accorder selon le plan d'Odin. Et tout s'accordera pas non plus selon le plan de Brunhild. Ça va s'accorder pile pour le personnage, qui est et humain, et dieu en même temps. Le gros problème, c'est que Siegfried, on ne sait rien de lui encore. On peut imaginer tout, et son contraire. Est-ce qu'il veut aider Brunhild? Est-ce qu'il veut aider Odin? Est-ce que c'est un troisième parti? Le personnage est beaucoup trop énigmatique pour qu'on sache vraiment ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui le rend aussi intéressant et aussi flippant. Tout ce que je sais, c'est que plus le temps passe, plus son comportement super amical me paraît très louche. Le personnage, contrairement à Odin qui lui se fiche totalement d'avoir l'air méchant, a l'air super sympathique. Et vraiment, vraiment bizarre à mes yeux. Non, parce que la dernière fois que j'ai vu un personnage d'apparence sympathique enfermé au fond d'une prison avec tout de même du pouvoir et surtout des objectifs que personne ne connaît réellement, ouais voilà, vous avez cette impression de déjà vu aussi, ça s'est pas très bien terminé. Enfin bref, c'était Béléus et je vous dis salut à tous.